Oui, bonjour. Cette vidéo concerne les exercices en mécanique. Je lis un énoncé en mécanique et j'essaye de repérer par lecture de l'énoncé quelle sera la loi ou le principe que je pourrais utiliser, quelle rédaction sera souhaitable et quelles sont les infos cachées données dans un énoncé. Savoir repérer les indices utiles qui seraient cachés dans un énoncé. Donc, des termes à essayer de trouver dans un énoncé. L'énoncé donne la présence d'un astre, par exemple la Terre. J'en déduis qu'il existe un champ gravitationnel, voire de pesanteur, si on est à proximité de l'astre en question. Si le système étudié est à proximité d'un astre, je sais que je vais faire intervenir le poids. Si au contraire le système est positionné relativement loin de l'astre, je devrais faire intervenir la force d'interaction gravitationnelle. On parle d'objets lâchés, j'en déduis qu'il n'y a pas de vitesse initiale. On me parle d'objets lancés, j'en déduis qu'il y aura une vitesse initiale et j'essaye de repérer sa valeur et l'angle du lancer. L'objet est plutôt sphérique, il est plutôt lourd par rapport à son volume. Autre façon de le dire, la densité du système est supérieure à celle du milieu dans lequel il est plongé. Dans ce cas-là, pas de force de frottement. Le support est verglacé. Idem, je néglige les forces de frottement. Le système est posé sur un support. Je pense à faire intervenir la réaction normale au support. Le système est accroché à un câble, à un ressort, à un fil. On parle de tension dans ce cas-là. On me parle d'une présence d'un condensateur, donc je sais qu'il existera un champ électrique uniforme à l'intérieur des deux armatures du condensateur. Et on me parle d'une charge placée dans un champ électrique, je sais que je devrais faire intervenir la force électrique. On me parle d'une particule chargée qui possède une masse négligeable, je pense à la force électrique et le poids, je le considère négligeable. Ensuite, quels sont les indices qui permettent le repérage de la loi ou du principe à appliquer? Donc maintenant, quels sont les indices qui permettent le repérage de la loi ou du principe à appliquer? Donc voici les 4 lois ou principes dont il sera question aujourd'hui. Conservation de la quantité de mouvement, la première loi de Newton, la conservation de l'énergie mécanique et la deuxième loi de Newton. Donc si dans l'énoncé, il est fait mention d'un système pseudo-isolé et qu'en même temps on me parle d'éclatement, de collision ou fusion d'un système, je pense tout de suite à la conservation de la quantité de mouvement. Si dans mon énoncé, il est fait mention toujours d'un système pseudo-isolé, ou alors que le système est en équilibre, ou alors que le mouvement est rectiligne uniforme, je pense à la première loi Newton. Si dans mon énoncé, je remarque que le poids est la seule force qui travaille, autrement dit, le système est soumis à son poids, peut-être aussi à d'autres forces, mais les autres forces ont un travail nul. Et qu'en même temps, la valeur recherchée, c'est une vitesse ou une altitude, je peux penser que la conservation de l'énergie mécanique me sera utile. Enfin, si dans mon énoncé, il est fait mention d'équations horaires, ou si mon énoncé fait allusion à une accélération, ou si le système n'est pas pseudo-isolé, ou si mon mouvement est circulaire, je pense à la deuxième loi de Newton. Ensuite, comment présenter un exercice de mécanique? En lisant l'énoncé, je pense à repérer le système étudié, je le note en accolade, je pense à regarder le référentiel d'étude que je n'oublie pas de mentionner comme étant galiléen ou supposé galiléen. Je donne le repère d'étude en précisant l'axe Z plutôt verticalement vers le haut. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est souvent d'usage. Et ensuite, je fais le bilan des forces extérieures qui s'appliquent au système. Ensuite, je nomme la loi ou le principe que je compte utiliser en donnant en plus son énoncé. Ensuite, éventuellement, il y aura des informations complémentaires à préciser. Donc, par exemple, s'il s'agit de la deuxième loi de Newton, les informations complémentaires à préciser seront les conditions initiales.
Donc j'essaye de trouver dans l'énoncé les coordonnées du vecteur position initiale et les coordonnées du vecteur vitesse initiale. Si je souhaite utiliser la conservation de l'énergie mécanique, dans ce cas-là, j'essaye de repérer dans mon énoncé deux points, A et B, que je préciserai sur mon schéma. Un des deux points, il est nécessaire que pour l'un des deux points, je connaisse à la fois sa vitesse de passage et son altitude. Et l'autre point, il serait souhaitable que je connaisse ou la vitesse ou l'altitude, puisque l'énoncé est censé me demander l'autre grandeur. Ensuite, s'il est question d'utiliser la conservation de la quantité de mouvement, je rajouterai dans ce cas-là les coordonnées des vecteurs vitesse des deux parties du système qui rentreront en collision ou qui se formeront après l'éclatement, et je détermine les coordonnées de ces vecteurs vitesse avant l'éclatement ou avant la collision, et puis ensuite après. S'il s'agit d'utiliser la première loi de Newton, rien de particulier à noter, excepté qu'il faut vraiment penser à chercher les coordonnées des forces extérieures qui sont appliquées au système. Et ensuite, comment s'organise généralement la suite de la résolution? Donc, s'il s'agit de la conservation de l'énergie mécanique, comment en général on peut poursuivre la résolution de l'exercice? Il s'agit d'indiquer que si l'énergie mécanique se conserve, c'est que les énergies mécaniques au point A et B choisis seront égales. Je développe mes calculs et j'aboutis à la formule qui est là. Dans cette formule, on remarque que la masse n'apparaît pas. Et ensuite, cette formule, je l'arrange pour aboutir à une autre formule qui me permet de calculer la vitesse au point B ou alors l'altitude au point B. Si j'utilise la deuxième loi de Newton, comment derrière ça continue? Donc on précise que la masse du système va rester constante au cours du mouvement. Donc la deuxième loi de Newton peut s'écrire sous la forme somme des forces extérieures égale la masse fois le vecteur accélération. Si je travaille avec la deuxième loi de Newton dans un champ de pesanteur où le poids est la seule force qui s'exerce sur le système, autrement dit si le système est en chute libre, la deuxième loi de Newton peut s'écrire sous cette forme-là, et j'en déduis dans ce cas-là que le vecteur accélération est égal au vecteur petit g. À partir de là, je remplace cette écriture sous forme vectorielle avec les coordonnées des vecteurs et j'aboutis à l'équation horaire de l'accélération. J'en déduis ensuite les équations horaires de la vitesse, puis celles du vecteur position. Si cette fois-ci j'utilise la deuxième loi de Newton dans un champ électrique, dans ce cas-là, et que le poids je le considère négligeable, dans ce cas-là, la seule force extérieure qui va s'appliquer au système, c'est la force électrique. De ce fait, ma deuxième loi de Newton va pouvoir s'écrire vecteur force électrique égale la masse fois le vecteur accélération. La force électrique, c'est égal à la charge fois le vecteur champ électrique. Et je aboutis donc à une expression de l'accélération ici. Comme pour le champ de pesanteur, je peux exprimer la relation vectorielle entre accélération et vecteur champ électrique par les coordonnées. Donc là, je n'ai pas précisé les coordonnées du champ électrique, puisque je ne sais pas s'il sera vertical, horizontal, vers le haut, vers le bas, vers la gauche, vers la droite. Donc là, il faut regarder l'énoncé pour compléter ici. Et puis à partir de là, je peux trouver les équations horaires de l'accélération, en déduire les équations horaires du vecteur vitesse, puis du vecteur position. Maintenant, s'il s'agit d'utiliser la conservation de la quantité de mouvement, donc on va prendre le cas plus général où il y aurait une collision. Donc dans ce cas-là, j'exprime mon vecteur quantité de mouvement. Donc là, ce n'est pas le poids, attention, c'est le vecteur quantité de mouvement. Donc j'exprime la quantité de mouvement de mon système avant et après la collision. Avant la collision, les deux parties du système A et B sont séparées, ont chacune une quantité de mouvement, et après collision, idem. J'exprime les quantités de mouvement en fonction de la masse et des vitesses. Et ensuite, je précise que
Puisqu'il y a conservation de la quantité de mouvement avant et après est la même, et j'aboutis donc à cette expression vectorielle. Ensuite, je réécris l'expression vectorielle en utilisant les coordonnées des vecteurs, ce qui me permettra d'aboutir à un système d'équations et après j'essaye de me débrouiller. S'il ne s'agit pas d'une collision mais d'un éclatement, l'idée est la même, donc j'écris la quantité de mouvement du système avant l'éclatement, après l'éclatement et je dis qu'elles sont égales. Ce qui va changer, c'est que puisqu'il s'agit d'un éclatement, les parties A et B iront au départ à la même vitesse, vu qu'elles seront soudées entre elles. Donc l'expression vectorielle ici va s'écrire de cette manière-là. Après l'éclatement, les deux parties partent chacune de leur côté. Donc on garde la même expression vectorielle que tout à l'heure. Et donc ici, j'ai une expression vectorielle légèrement différente que lorsqu'il y a collision. Et si maintenant j'ai une fusion, pareil, la structure est la même. Si j'ai une fusion, ça veut dire qu'au départ, A et B sont séparés, puis A et B formeront 1. Dans ce cas-là, la quantité de mouvement du système avant va s'écrire de cette manière-là, et la quantité de mouvement du système après sera celle-ci. Donc là, pareil, j'ai une expression légèrement différente que les deux précédentes. Quoi qu'il arrive, j'écris les coordonnées des vecteurs et j'aboutis à mon système d'équations. Et maintenant, si je compte utiliser la première loi de Newton, je n'oublie pas de préciser les coordonnées des vecteurs forces dans le système et je pars sur le fait que la somme des forces extérieures sera nulle. Donc j'écris cette somme vectorielle, puis je remplace les vecteurs par leurs coordonnées, ce qui me permet encore d'aboutir à un système d'équations. Et j'essaye de résoudre l'une ou l'autre de ces équations pour répondre à l'exercice. Et bien voilà, la vidéo est terminée. Un dernier petit rappel toutefois pour bien assimiler, mémoriser sur le long terme pour que ce qui est compris devienne un acquis. Il est nécessaire de voir, de revoir, faire et refaire. À très bientôt.